Donc, la table ronde s'intitule « Leçons à tirer de contributions aux recherches historiographiques récentes sur le théâtre au Québec ». Je crois que ça va vraiment boucler la boucle. J'ai bien hâte d'entendre nos trois intervenants. Donc, le premier, Hervé Guay, qui est le directeur du département de lettres et communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses recherches touchent l'histoire culturelle, le discours sur le théâtre, l'esthétique scénique, le numérique dans les arts vivants et les pratiques du spectateur. Il a co-dirigé le collectif L'interprétation du réel, théâtre documentaire au Québec, publié chez Nota Bene en 2019. Il est le co-auteur de l'ouvrage Le théâtre contemporain au Québec, 1945-2015, publié au PUM en 2020. Et il a été le président de la Société québécoise d'études théâtrales, donc la SQET de 2011 à 2015, le co-directeur du CRILC de 2019 à 2021 et du laboratoire de recherche sur les publics de la culture de 2015 à 2021. Il est à la tête de la revue Tangence depuis 2012 et il est membre régulier du CRILC. Sera suivi de Hélène Jacques. Hélène Jacques qui enseigne la littérature au Collège Lionel Groulx. De 2003 à 2013, elle a été membre de la rédaction de Jeux, revues de théâtre et elle y signe depuis 2020 des articles sur le répertoire dramatique québécois. Elle a co-dirigé l'annuaire théâtral de 2014 à 2016 et est co-auteur de l'ouvrage collectif Le théâtre contemporain au Québec de 1945 à 2015, publié au PUM en 2020, et elle est membre régulière du CRILC. La dernière et non la moindre, Nicole Nolette, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en études des minorités, qui est professeure adjointe au département des études françaises à l'Université de Waterloo et membre collaboratrice du CRILC. Depuis 2018, elle est la présidente de la SQET et depuis 2021, elle est la co-directrice de la revue savante bilingue Recherche théâtrale au Canada. Elle mène des recherches subventionnées sur la culture matérielle de la traduction théâtrale et le rôle du numérique dans les théâtres francophones du Canada. Donc, nous allons donner, en fait, je vais donner la parole tout de suite à Hervé pour la première présentation. Merci beaucoup, Roxane. J'aimerais peut-être préciser un peu, dans mon cas, je n'ai pas fait une présentation suivie, j'ai jeté quelques notes, mais je voudrais vous dire un petit peu aussi déjà en partant du lieu d'où je parle, puisque ça va, justement, la séance précédente était très centrée sur le processus de création. Moi, je me suis vraiment à l'autre spectre, à l'autre bout du spectre, je veux dire, c'est-à-dire plus près de la réception, des théories de la réception et du lien des artistes avec leur public, de cette relation qui est si importante, j'ai envie de dire nourricière même. Là encore, je m'intéresse justement à l'autorialité partagée, mais plutôt de ce côté-là. Et j'ai envie de dire de ce que signifie l'art pour les publics de la culture. Ce à quoi je pense, la pandémie nous a beaucoup sensibilisés dans la mesure où on a été privé beaucoup plus qu'à l'accoutumée de cette présence des arts dans notre vie. Et une de mes croyances profondes à cet égard-là, c'est vraiment l'idée que les artistes auraient intérêt à rechercher l'appui de cette communauté des publics de la culture pour essayer justement de renforcer leur place dans l'espace public. Et s'il y a sur le plan politique justement peut-être des liaisons à faire, elles sont pour moi de ce côté-là. Et en se mettant aussi à l'écoute des discours des publics, je pense qu'on peut aller chercher un petit peu de ce qui fait en sorte que cette rencontre-là entre les artistes et les publics est si importante. Vous allez me dire, on est un petit peu loin de l'histoire du théâtre, mais tout de même, je voulais vous spécifier le point de vue d'où je parle. Attendez. Maintenant, je dirais que je n'ai pas donné de titre à ma présentation, mais si j'avais donné un, je m'inspirerais d'Antoine Vitesse, le metteur en scène français que vous connaissez tous, et je dirais qu'ici au Québec, dans la situation où nous sommes, je pense que nous aurions avantage à faire histoire de tout. Vous connaissez la formule célèbre de Vitesse qui était faire théâtre de tout. Étant donné
le nombre des recherches sur les études théâtrales. Je pense que s'il y a une première leçon à tirer des récentes contributions aux recherches historiographiques sur le théâtre au Québec, c'est la nécessité qu'il y a dans le petit monde de la recherche sur le théâtre au Québec, de faire histoire de tous les écrits, de toutes les réflexions sur la scène, y compris bien entendu la voix des artistes, mais particulièrement quand ces écrits-là nous renseignent, nous informent sur sa dimension esthétique qui rend compte de la spécificité de ce discours-là. Et à mon sens, les écrits, les discours sur le théâtre d'ici peuvent tous contribuer à en nourrir la trame et à l'enrichir, même si c'est d'un tout petit élément, puisque ces recherches-là risquent souvent, et on le sait, c'est souvent le cas, d'être les seules sur la petite dimension qui a été creusée pour de longues années. Le deuxième élément que j'aimerais mettre en relief, et ça n'a rien de bien original, mais parfois il faut peut-être se le rappeler, c'est de souligner que toute histoire du théâtre est une œuvre collective, qu'elle est polyphonique. Yves a bien souligné le fait qu'étant polyphonique, elle est parfois aussi divergente et dissonante. Et aussi, il me semble que le dernier aspect qu'il faut mettre en relief, c'est le fait que ça doit toujours être une œuvre critique. Hein, que les discours qui nous ont précédés sont des discours qui peuvent nous servir, mais qu'on ne doit pas forcément rapporter exactement comme ils ont été écrits, sinon je pense qu'on annonnerait. Donc, l'histoire, c'est toujours de revenir sur ce qui a été écrit, sur ce qui a été pensé, sur ce qui a été théorisé, pour le nuancer, pour le mettre en perspective, tant sur le plan synchronique que diachronique. Et aussi, pour moi, une des questions essentielles que nous pose l'historiographie, c'est à nous, comme chercheurs et comme chercheuses en théâtre, c'est comment intégrer dans de nouveaux cadres théoriques et méthodologiques des recherches passées, dont certaines sont embryonnaires, parcellaires ou même encore datées, comme le seront d'ailleurs les nôtres un jour. Hein? Et donc, il faut être conscient de cette historicité qui nous concerne aussi, nous. Donc, vraiment, comment intégrer? Première question. Une autre qui m'apparaît cruciale parce que je vois ici des professeurs, des enseignants, des artistes aussi, c'est comment intéresser des chercheurs à défricher de nouveaux territoires et à s'attacher à d'autres créations que les leurs et à d'autres époques que la leur, alors qu'il se fait tant de choses stimulantes dans tous les domaines et qui s'en fait aussi bien ailleurs qu'ici au Québec. Et là, je pense qu'on a des défis de taille. Donc, faire histoire de tout pour continuer sur cet aspect, c'est s'attacher à devenir capable de relire les travaux qui se font un peu partout, y compris aussi à l'extérieur du Québec, y compris les travaux plus lointains, aussi, y compris dans d'autres champs, pour s'en inspirer et pour les mettre à contribution dans ce grand travail collectif. À titre d'exemple, par exemple, et quand je dis par exemple les travaux qui se font au Québec, mais par exemple, tout à l'heure, on mentionnait qu'on travaille beaucoup sur Wajimawa en France. C'en est un exemple, mais j'en donnerai un autre qui démontre que parfois, je pense que comme chercheur, on n'a pas toute l'ouverture nécessaire par rapport à ce qui se fait sur notre propre théâtre. Je me rappelle à une conférence qui a été organisée justement au moment où l'ouvrage qu'on a fait avec Gilbert était en préparation, que la chercheuse américaine Jane Moss, par exemple, nous avait dit que ça faisait des années qu'elle travaille sur le théâtre au Québec et qu'on ne la citait jamais et qu'on ignorait souverainement ses travaux. Et donc, je pense que c'est une attitude sur laquelle il faut travailler. Et il y en a une autre aussi que je voudrais mettre en relief, c'est-à-dire que même entre nous, on a parfois j'ai envie de dire, une certaine pudeur à se citer les uns les autres et aussi, j'ai envie de dire,
à soutenir des thèses opposées d'une manière ouverte, alors qu'on a parfois besoin de le faire. Le deuxième point, il est aussi dans la lignée de ce que j'ai déjà soulevé, c'est peut-être d'inviter davantage les jeunes chercheurs, y compris ceux qui sont en recherche-création, à développer des champs secondaires de manière à élargir leurs perspectives en ajoutant peut-être une période, des œuvres à leur corpus qu'ils vont pouvoir mettre en rapport avec leur propre création, à aller vers des dimensions comparatives parfois, d'abord pour qu'ils deviennent aussi un peu plus polyvalents et aussi pour qu'on puisse les intégrer comme Catherine l'a si bien montré, pour qu'on puisse les intégrer à nos équipes, les intégrer dans nos équipes aussi avec ce qu'ils ont apporté à nos équipes, pour qu'ils soient présents dans les centres de recherche et qu'ils nous aident aussi, eux aussi, à vraiment considérer cette dimension historique avec peut-être d'autres particularités que celles qui nous viendraient tout de suite en tête. Quand Roxane nous a demandé de préparer cette table ronde-là, elle nous a demandé d'évoquer nos projets de recherche. Je ne le ferai pas avec l'ampleur et vraiment longuement par rapport. Je ne m'étendrai pas longuement sur mes propres projets de recherche. J'en ai plusieurs, mais ce que je voudrais peut-être vous rappeler les projets sur lesquels je travaille et peut-être vous indiquer un tout petit peu comment je considère que ces projets-là apportent aussi des éléments pour construire des travaux historiques, dans la mesure où quand on les mène, ce n'est pas toujours cet aspect-là qui est le principal, mais ça finit par en devenir une dimension qui, par la suite, pourra être interprétée et j'ai envie de dire, réintégrée à des travaux historiques. Tout à l'heure, je disais que beaucoup des projets que je mène sont en rapport avec la réception. Un des derniers que j'ai fait, c'était sur la médiation culturelle et numérique dans les arts de la scène. Et là, un projet que j'ai mené, entre autres, avec Patrick Leroux. Et là, il y avait un plaisir vraiment grand dans ce projet-là, justement, de travailler à la fois sur le théâtre, sur la danse et le cirque. Et c'est un projet aussi qui était un CRSH développement de partenariat, donc qui pouvait être aussi mené en connexion avec le milieu. Et là encore, même dans un projet de recherche qui était plus axé sur la réception, il s'agissait quand même d'essayer de recueillir les discours de ceux qui font de la médiation culturelle, de voir quelle conception ils avaient de cette question-là et comment ça leur permettait d'agir sur cette chose-là. Il y avait d'autres éléments quand on collecte des discours comme ça qui étaient aussi intéressants à comprendre. Dans quelle mesure ils devaient travailler dans des formes de politique culturelle avec lesquelles ils n'étaient pas toujours si d'accord que ça. Vous connaissez aussi un autre chantier que j'ai mené récemment et grâce à la SCET, en très grande partie, celui de ce petit ouvrage collectif qu'on a fait avec Sarah Thibault et auquel plusieurs d'entre vous avaient collaboré d'ailleurs sur le théâtre documentaire qui tentait tout simplement d'essayer d'en donner une première, de faire en sorte de réunir un ensemble de travaux sur cette question-là pour documenter justement un mouvement esthétique qui avait pris une certaine importance au Québec. Et là encore, je pense qu'il y avait des éléments historiques qui étaient importants dans cette question-là, même si évidemment l'ouvrage n'avait pas avait pas de prétention à cet égard-là. Parmi les autres projets, on en a déjà un petit peu parlé, Catherine l'a mentionné tout à l'heure, il y a l'ouvrage collectif qu'on prépare avec Jean-Marc Larue et Nicole Nolette sur le théâtre et les nouveaux matérialismes. Là encore, je pense que ne serait-ce que justement pour ce qui est de la compréhension de l'évolution des études théâtrales au Québec,
cet ouvrage-là, justement, fait le point sur la manière dont elle se développe et dont cette histoire-là est influencée par des cadres théoriques qui finissent par alimenter nos travaux. Dans les choses un petit peu plus récentes auxquelles je travaille, en ce moment, je travaille sur un projet sur les captations d'adaptation d'œuvres littéraires au Québec et en Europe en vue de l'élaboration d'un outil numérique d'annotation et d'analyse. C'est un projet de recherche que je fais entre autres avec Hélène Jacques. Et là encore, l'idée, c'est de vraiment travailler à des outils qui vont nous aider à mieux analyser esthétiquement les œuvres et à faire en sorte non seulement de nous aider à faire de la recherche, mais aussi éventuellement, et c'est une des choses que j'aimerais, que ça puisse aussi finir par être utilisé aussi dans l'enseignement, puisque non seulement aujourd'hui on a le numérique, et ça peut nous aider aussi à, je pense, faire des recherches qui soient intéressantes et pour servir éventuellement à l'écriture de l'histoire du théâtre, sa mise en récit. On va revenir aussi avec Lucie Robert. On veut aussi revenir un peu sur la censure théâtrale au Québec au 19e siècle. C'est une commande qu'on nous a faite pour un ouvrage sur la censure au théâtre. Et là encore, ça va être intéressant de revisiter des travaux dont on n'a pas parlé et qu'on n'a pas regardé depuis très longtemps. Vous connaissez tous l'ouvrage de Tourangeau et la flamme. Eh bien, je pense qu'on va partir de là, mais qu'on n'arrivera probablement pas au même constat qui ont été faits à ce moment-là. Et ça va dans le sens de ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Et aussi sur d'autres petits points, bon, j'ai un étudiant en ce moment qui veut travailler sur les théories queer, et j'en ai profité pour, lors d'une prochaine conférence, à essayer de regarder une question qui n'a pas été, sur laquelle on n'est pas revenu depuis longtemps, mais qui, à mon sens, mérite aussi qu'on la regarde à nouveau. Alors, je vais essayer de regarder, c'est tout petit comme recherche, mais je vais essayer de regarder quelle sorte de représentation le sida a eu dans le théâtre québécois. Et par quelle figure on est passé. Et je me dis, ça a eu une certaine importance dans le théâtre québécois, mais c'est disparu bien vite et peut-être qu'on devrait regarder à nouveau ce que ça a pu produire à ce moment-là et quelle incidence ça a pu avoir justement dans la représentation, entre autres, de l'homosexualité. Finalement, je mentionnerai un dernier projet, celui qu'a élaboré Gilbert autour d'un dictionnaire de dramaturgie québécoise et franco-canadienne, dont on verra si on sera subventionné. Mais là encore, il y a du travail à faire de ce côté-là pour bien regarder ce qui s'est fait sur le plan de la dramaturgie et peut-être justement arriver à une nouvelle synthèse. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, Roxane, ou je devrais... Encore 4 minutes. Un petit 4 minutes? Je vais y aller rapidement dans ce cas-là. Alors, je vous ai dit, pour ce qui est de la dimension historique dans les projets de recherche auxquels je travaille, bien, pour la médiation culturelle et numérique, par exemple, c'était d'essayer de dater le phénomène, essayer de voir justement qu'est-ce qui faisait en sorte, à quel moment datait vraiment son émergence, puis voir aussi comment ça se mettait en place en lien avec des politiques culturelles, comme par exemple le plan culturel numérique du Québec. Eh bien, c'est assez intéressant quand on regarde ça de savoir, par exemple, que le plan culturel numérique a été adopté en 2014, mais que la médiation culturelle était déjà là dans la majorité des compagnies avant cette période-là. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas le gouvernement qui est le seul instigateur de ce mouvement-là. Je m'arrêterai peut-être ici pour conclure sur les chantiers à lancer. Il me semble que parmi les chantiers à lancer qui seraient intéressants et qui ne recoupent pas trop ce qu'on a déjà dit, il me semble que des recherches sur le rôle du conseiller technologique dans le théâtre au Québec, ce serait vraiment intéressant.
puisque au niveau justement des processus de création, c'est devenu un acteur extrêmement important dans les pratiques au Québec. Et dans au même titre que, par exemple, on a lancé la très belle recherche d'Elisabeth sur le conseiller dramaturgique, eh bien, il y aurait quelque chose de similaire à faire là-dessus. Bien entendu, vous connaissez mon intérêt pour la critique. Je pense qu'il y a un certain nombre de critiques qui mériteraient aussi qu'on finisse par leur consacrer une monographie. Je suis aussi d'accord avec Gilbert et Lucie sur le fait que on devrait peut-être allonger la période et revenir au 19e siècle. Et finalement, je dirais que je regrette un petit peu l'époque où on avait plus régulièrement des colloques, par exemple, qui étaient consacrés à des metteurs en scène ou à des auteurs dramatiques et qui nous permettaient justement de regarder le chemin parcouru par des artistes qui avaient une certaine importance, mais ça a été fait dans des colloques, mais ça a été fait aussi dans des dossiers comme Catherine le fait sur Brigitte Henquins. Donc, ce genre de projet-là, je pense qu'on en a besoin. Et aussi sur d'autres mouvements et d'autres esthétiques qui, je pense que dans une certaine mesure, ce que fait Marie-Christine, par exemple, ça va remplir une partie de cette nécessité-là d'essayer de couvrir le plus possible le terrain. S'il me reste une minute, je finis avec, parmi les leçons à tirer, que c'est difficile de travailler en grande équipe sur une longue période, hein? Surtout des très grandes équipes, que c'est dur de mobiliser des gens pendant très longtemps, qu'il est nécessaire de revenir sur certains sujets, comme Philippe le fait sur la question nationale et comme Nicole Nolette le fait, par exemple, sur la question de la langue, et qu'il faut s'efforcer de faire l'histoire des arts de la scène du contemporain, parce qu'au fond, même si c'est toujours à refaire, le contemporain pose exactement les mêmes problèmes de tri et de mise en perspective que le passé, sauf qu'à ce moment-là, on n'en est plus conscient que quand on travaille sur le passé. Et je remettrai un petit peu en question cette idée aussi que certaines périodes sont terminées. Il n'y a pas beaucoup de phénomènes historiques qui se terminent, hein. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est souvent des choses qui réapparaissent, qui sont en suspens pendant un certain temps avant de refaire leur apparition. Et donc, il faut s'ouvrir à des nouvelles théories et de nouvelles catégories esthétiques, mais sans abandonner les anciennes qui reviennent sans cesse nous hanter et qui produisent des nouvelles tensions et des nouvelles configurations qu'il faut sans cesse tenter de schématiser et périodiser. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Hervé. C'est un gros chantier, je crois. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je retiens surtout faire histoire de tout, mais il y a vraiment beaucoup de choses. On pourra y revenir un peu plus tard. Donc, je vais inviter Hélène à continuer et à nous présenter ce qu'elle avait préparé. Merci Roxane, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être parmi vous et de voir de nombreux visages que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Donc, ça fait vraiment plaisir, même si c'est en virtuel. Alors, je vais, un petit peu comme Yves, là, il m'a volé ma stratégie. Là, je vais commencer par faire une incursion là, dans la fabrique de l'ouvrage qu'on a publié ensemble, en faisant quelques remarques là, à propos là, du travail de préparation et d'écriture du livre. Puis ça va être en quelque sorte une introduction à une réflexion naissante là, que je veux mener tranquillement. Un travail qui est résolument en lien là, avec mon statut d'enseignante de littérature au collégial. Alors, la perspective que j'aurai aujourd'hui est assez différente, là, je pense, de celle de la vôtre, hein, des présentations qui ont été faites. Alors, encore une fois, un peu comme Yves, je vais commencer par faire des remarques concernant les choix qui ont été faits dans notre ouvrage, parce que je pense que ça a occupé une grande partie de nos discussions pré-écriture du livre, parce que, bien entendu, là, ces choix ont été teintés par le point de vue à partir duquel on racontait notre histoire.
Alors, je vais aussi peut-être amorcer là, cette remarque en commençant là où Hervé a fini, parce que dans le travail de synthèse qu'on a fait, on a rapidement pu prendre la mesure des zones d'ombre qui restent à explorer là, dans le discours sur l'histoire du théâtre au Québec. On en a mentionné quelques-unes dans la conclusion générale. Il y a des pratiques qui sont plus ou moins documentées, comme la marionnette, la scénographie, le théâtre jeune public, la performance. L'activité théâtrale des régions ou de certaines communautés culturelles, comme celle des Autochtones évoquées ce matin, ou des anglophones, sont plus ou moins connues. Et le passé plus ancien, comme on vient de le dire, mériterait aussi des analyses plus approfondies. Toutes ces pratiques ou ces champs de recherche pourraient être davantage investigués, n'ont pas été privilégiés jusqu'à présent. L'écriture du chapitre dont j'étais responsable, celui des années 2000 à 2015, a posé plusieurs défis. L'un de ces défis, c'était la quantité de documents à prendre en compte, qui était considérable, dans la mesure où le nombre de productions va toujours en augmentant, puis parce que peu de travaux de synthèse existent. Par ailleurs, les plateformes sur lesquelles les discours sur le théâtre sont exprimés se sont multipliées. Alors que les artistes eux-mêmes se prononcent aussi sur leur travail. Aussi, dans la construction du chapitre, on a fait appel à plusieurs collaborateurs, plus que dans les autres chapitres. Alors, il fallait tenir compte aussi de cette multiplicité de points de vue et composer un récit là, qui les intègre tout au long du chapitre. Ce chapitre, on l'a organisé en fonction de tendances dramaturgiques et scéniques qui nous ont semblé pouvoir rassembler bon nombre de pratiques. Ça a été la solution choisie. Je vais vous en nommer quelques-unes en vrac. On a évoqué le caractère autobiographique de plusieurs productions, le discours féministe, l'influence de la performance, celle du conte urbain sur l'écriture réaliste, la forme du solo, l'approche intermédiaire, etc., etc. Ce sont quelques-unes des tendances qu'on a pointées dans le chapitre. C'est une histoire qu'on a écrite presque en temps réel. Yves l'a évoqué ce matin. Alors que le recul, moi je me pose beaucoup cette question-là, le recul nous aurait certainement, probablement entraîné à faire des choix différents ou à peut-être à moduler un petit peu la façon de raconter les choses. Je vous donne un exemple, le discours sur la diversité sur les scènes, dont Elisabeth a parlé ce matin. C'était présent dans les années 2000, c'était même très présent, sans être, je dirais, omniprésent, et ça fait partie de nos discussions. Mais peut-être qu'on aurait insisté davantage sur cette question ou sur ce problème si on avait commencé l'écriture du chapitre aujourd'hui, parce qu'il y a certains phénomènes en germe durant cette période qui se sont affirmés à partir des années 2018, 2019 et 2020. La conception du chapitre, de ce chapitre 5, précède de peu la polémique engendrée par Slav. Le point de vue qui s'exprime est pré-décès de George Floyd, pré-tragédie autochtone, dont on a abondamment parlé, des événements qui ont un impact dans les choix des œuvres présentées dans les théâtres et dans les discours sur le théâtre. Je pose ici, là, je m'en rends bien compte, là, un problème qui est assez évident pour tous les historiens, celui du point de vue nécessairement singulier de l'individu qui écrit à un moment donné, sa vision du monde étant teintée par ce moment donné. Ma deuxième remarque concerne les critères qui nous ont servi à faire des choix, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas parler de tout et on s'est posé la question de la manière de discriminer, comment procéder au choix des pratiques dont on parle dans notre ouvrage. Au tout début de notre travail, on a organisé un certain nombre de discussions pour réfléchir à différentes questions qui
qui nous habitaient. Puis l'une de ces discussions a porté sur la question des critères grâce auxquels on procéderait à la sélection des œuvres. L'impact de l'œuvre au moment de sa création, l'inscription dans l'histoire, la consécration en tant que classique, le critère esthétique qui prévaut aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait retenir pour construire notre histoire. On a, à l'époque, je vous le rappelle, messieurs, on avait confronté 3 thèses qui étaient proposées dans 3 essais. Daniel Chartier, l'émergence des classiques, Robert Melançon, qu'est-ce qu'un classique, et puis Yves Michaud, critères esthétiques et jugement de goût. On a confronté ces trois ouvrages. Daniel Chartier, pour faire vraiment très, très vite, il affirme dans l'émergence des classiques que le classique se construit grâce à une réception critique structurée. Robert Melançon, de son côté, dans Qu'est-ce qu'un classique québécois, affirme que le critère de l'institution n'est pas suffisant, qu'il faut retenir des critères esthétiques, notamment l'universalité. Puis Yves Michaud, lui, dans Critères esthétiques et jugement de goût, cherche à penser l'expérience esthétique dans le contexte de la postmodernité. Les critères esthétiques sont la condition d'une communication autour des œuvres. Il évoque le jeu de langage et les œuvres qui ont une certaine valeur sont celles dont les jeux de langage sont partagés par un grand nombre. Bon, alors, dans notre ouvrage, on s'est en quelque sorte tenu en équilibre entre Chartier et Melançon, entre une approche plus institutionnelle ou sociologique et esthétique, puisqu'on a décrit le contexte socio-historique dans lequel qui encadre la création, et on a retenu des œuvres qui ont apporté un changement qualitatif à la définition de l'œuvre théâtrale. Ces œuvres ont aussi eu une réception immédiate souvent importante et ont fait l'objet d'analyses dans les revues, dans les travaux universitaires. Alors, le critère de l'innovation qui était le nôtre a aussi été souvent celui des premiers spectateurs et critiques. Nous avons également accordé de l'attention aux œuvres qui ont connu plusieurs productions. Un classique est une œuvre qui est lue et relue, nous a rappelé Robert Melançon. Nous avons conçu, en fait, c'est Francis Ducharme a conçu des tableaux, un tableau en particulier dans lequel il a colligé toutes les reprises des pièces écrites. Une pièce reprise pour laquelle on produit une nouvelle mise en scène entre dans le répertoire québécois, acquiert à tout le moins un statut de classique ou d'œuvre qui traverse le temps. C'est certain qu'en tant qu'enseignante au cégep, puisque j'enseigne la littérature au collégial, je suis particulièrement sensible à ces questions qui concernent le répertoire. Yves, plus tôt dans la journée, a parlé du présentisme, du fait que dans le contexte québécois, on accorde la part belle à la création, peut-être au détriment là, du répertoire. Mais ce qui est clair, c'est que ce travail qu'on a fait durant toutes ces années de rédaction de l'ouvrage, ça a renforcé en moi le désir de me pencher sur le rôle que je peux avoir en tant qu'enseignante au cégep dans la transmission d'une mémoire du théâtre, dans la transmission de ses classiques. Je fais le constat, là, pour le moment assez impressionniste, que mes collègues au collégial enseignent assez peu le théâtre. Ils l'enseignent, mais ils enseignent surtout des romans. Tout simplement parce que je pense que c'est le genre qui est synonyme de littérature dans l'esprit de plusieurs. Par exemple, on a créé le prix littéraire des collégiens, puis le prix littéraire, c'est dans le fond le prix du roman. Là, le prix littéraire des collégiens, c'est le prix du roman des collégiens. Lorsque des dramaturges sont enseignés, il s'agit surtout, sauf exception, d'auteurs consacrés. Là, vous ne serez pas surpris qu'on enseigne Gélina, Dubé, Tremblay. Et puis, si on fait un inventaire
rapide là, de ce qu'on retrouve dans les anthologies qui sont destinées aux enseignants de littérature au collégial. On retrouve la plupart du temps, dans les quelques anthologies que j'ai feuilletées rapidement, Gélina Dubé-Tremblay, la Sainte Trinité, avec, il y a Boucher, Bouchard, Mouawad, Gravel de la Chenelière. L'anthologie de Marcel Lorrain, elle, ratisse beaucoup plus large. Il y a plusieurs auteurs qui s'ajoutent à ceux-là. C'est une anthologie qui couvre toute la littérature québécoise. Donc, évidemment, il y a un grand élagage qui doit être fait, mais c'est assez révélateur. Je pense qu'on peut saisir le pouls de ce que les profs enseignent en consultant ces anthologies. L'un des critères de la définition du classique, je le répète, c'est le fait qu'une œuvre est lue. En ce sens, les enseignants du collégial participent à consolider le statut de classique de certaines œuvres théâtrales. Je mettrais ma main au feu qu'au moins la moitié des Québécois qui ont fait leurs études collégiales dans les années 2000 ont lu Incendie. La réception positive, les reprises, l'adaptation au cinéma, la personnalité flamboyante de Mouawad ont très certainement concouru au succès de cette œuvre. Mais je pense que le succès a été consolidé aussi par le fait que l'œuvre a été massivement placée dans les programmes des enseignants au collégial. L'institution collégiale, donc, a son rôle à jouer dans la constitution d'une histoire du théâtre en inscrivant dans le bagage culturel des élèves, dans la mémoire collective, certaines œuvres. Hervé, je crois, tu viens de parler d'une histoire polyphonique, mais je pense que, que l'histoire se construit grâce à plusieurs voix, puis je pense que la voix de l'institution collégiale en est une. Alors, bien convaincue de ce noble rôle que je joue, j'ai entrepris depuis un an l'écriture d'une série de chroniques pour la revue Jeux. Dans la section mémoire, en fait, je me penche dans de très courts articles là, sur des œuvres d'auteurs qui ont marqué leur époque, mais qu'on ne joue plus ou plus ou moins, et qu'on ne lit plus ou plus ou moins. Ma visée, elle est vraiment clairement pédagogique. Je présente les auteurs dans leur contexte et puis je tire sur quelques fils thématiques qui traversent plusieurs de leurs pièces. J'ai écrit sur Marcheseau, sur Jeanne-Nance Delisle, sur Robert Gravel, Michel Garneau, Françoise Loranger, puis là, je prépare quelque chose sur Daniel Danis. Plusieurs des textes de ces auteurs mériteraient d'être à nouveau mis en scène et aussi lus et enseignés, je le crois. Qu'est-ce qui explique que ces œuvres sont peu enseignées par mes collègues? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse qui peuvent expliquer la situation. La méconnaissance du corpus, en premier lieu. Les enseignants n'ont pas nécessairement eu accès à des cours de théâtre durant leur formation au bac, ou peut-être seulement un. Ils ne fréquentent pas non plus nécessairement les théâtres, surtout pas dans la dernière année, et ils lisent pas nécessairement des ouvrages spécialisés non plus sur le théâtre, dans la mesure où il s'agit d'un champ d'études à part. Une autre hypothèse, selon moi, serait d'ordre méthodologique. Comment enseigner le théâtre? Les concepts qui permettent d'éclairer les œuvres théâtrales sont probablement aussi assez méconnus, surtout lorsqu'on parle de théâtre contemporain et si on doit tenir compte de la représentation. Jean-Cléo Godin, avec en premier lieu Laurent Maillot, avec ensuite Dominique Lafont, ont écrit des ouvrages qui me semblent vraiment très utiles là, pour quiconque souhaite enseigner le théâtre. Dans les 2 tomes du théâtre québécois et dans dramaturgie québécoise des années 80, ces auteurs situent les dramaturges principaux qu'ils ont retenus dans leur contexte historique et esthétique, puis ils proposent des analyses bien tassées, des textes qui donnent plusieurs pistes à celui ou à celle qui souhaiterait lire ou enseigner ces œuvres. Les petits livres conçus par Louise Vigeant et par Yves sur les pièces de Tremblay m'apparaissent aussi très utiles. Alors, je pense qu'il serait pertinent de poursuivre ces travaux pour aborder les 30 dernières années
Puis pour revenir sur les œuvres qui ont été retenues dans ces ouvrages. Donc, il s'agirait de les présenter dans leur contexte socio-historique, d'exposer différentes approches pour les aborder, pour les rendre intéressantes. Dans la perspective où les résultats d'un tel projet s'adresseraient aux enseignants du collégial, je pense aussi qu'une portion méthodologique pourrait être ajoutée pour fournir des outils, un petit peu comme lire le théâtre contemporain de Jean-Pierre Ringard. Bon, quelle forme pourraient prendre les résultats d'un tel projet? Un autre ouvrage pour ajouter à tout ce qui existe déjà. À mon sens, l'enjeu de la diffusion serait vraiment important si mon objectif est de m'adresser aux enseignants du collégial pour nourrir leur réflexion sur le genre théâtral et pour leur fournir des outils pour l'analyse. Je pense qu'il faudrait les viser concrètement, puis aller vers la publication d'un livre chez un éditeur scolaire. Mais il y a d'autres formes qui pourraient être élaborées. Alexandre Cadieux est parmi nous. Je sais qu'il propose une sorte de spectacle-conférence qui s'adresse notamment, parce qu'il passe à mon collège, donc qui s'adresse notamment aux étudiants du collégial. C'est une conférence qui inclut aussi des extraits de textes qui sont mis en lecture par des acteurs. L'idée est vraiment très belle. Site web qui comporterait une banque de textes et des outils d'analyse. Je ne sais trop, ça pourrait prendre toutes sortes de formes. Pour le moment, je me contente d'écrire sur des auteurs à la pièce, puis on verra où ça me mènera. Mais l'idée derrière mon projet, quelle que soit la forme qu'il prendra au bout du compte, c'est d'accompagner les enseignants dans leur mission de former des lecteurs et des spectateurs de théâtre. Et dans le même mouvement, participer à la constitution du récit sur le théâtre au Québec. Quant aux questions que j'évoquais au début de ma présentation, quels auteurs choisir, selon quels critères, selon quel point de vue les présenter, on peut en ajouter d'autres qui ont été évoqués aujourd'hui, jusqu'où remonter, dans quel cadre territorial on va inscrire la réflexion. Ces questions-là vont demeurer, je pense, tout à fait pertinentes. Elles sont assez irrésolubles. J'imagine que la bonne posture à adopter, c'est de se poser justement ces questions-là. Et quand j'ai vu le titre de la table ronde que Roxane nous a présentée, dans le fond, la leçon à tirer, je vais vous en donner une vraiment très, très personnelle, une leçon que moi-même j'ai tirée de cette expérience de rédaction d'un ouvrage d'histoire. Je viens de l'étude du théâtre actuel, du théâtre très, très contemporain, et les questions, justement, ces questions-là qu'on s'est posées, le travail avec l'équipe de recherche m'en a fait prendre conscience de la pertinence. J'ai davantage saisi la pertinence de se poser ces questions-là, même si elles demeurent en quelque sorte un peu sans réponse. Alors, voilà, merci. Merci beaucoup, Hélène. Comme professeure au collégial, ça m'a beaucoup interpellée. Je réalise avec ce que François a dit cet avant-midi que je suis privilégiée. Moi, j'ai un cégep axé beaucoup sur le théâtre, où tous les professeurs donnent au moins une pièce de théâtre et on a un cours, le 4e cours du corpus offre un cours de théâtre. Donc, il y a eu un buzz au collège sur Rouge Gueule d'Étienne Lepage la session dernière. Ça jasait de théâtre dans les corridors de l'école. J'étais extrêmement fière. Et surtout que c'était mon groupe qui montait Rouge Gueule. Et ça a super bien été. Donc, je laisse la parole à Nicole Nolette pour notre dernière présentation de la journée. Merci beaucoup, Roxane, et merci beaucoup à tout le monde qui écoute encore après cette journée de discussion vraiment très intéressante, mais un peu épuisante aussi de regarder Zoom toute la journée. Et là, comme par hasard, mon chat s'est réveillé à la minute où je dois parler. Donc, vous allez sûrement entendre un chat miauler pendant que je parle.
Juste avant que je commence à parler, je vais te dire que parce que je ne ferais pas mon rôle comme présidente de la SCET si je ne vous rappelais pas que c'est un bon moment pour renouveler vos adhésions à notre association, puisque toutes les personnes qui sont ici apporteraient des contributions très importantes à notre association savante sur le théâtre au Québec. Voilà, merci. Donc, c'était mon message publicitaire pour la SCET. Je vais donc dire qu'on semble tous avoir compris un mandat différent pour nos interventions aujourd'hui. Puis, et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on allait revenir sur deux ouvrages. L'ouvrage Le théâtre contemporain au Québec 1945 à 2015 et le dossier Histoire plurielle du théâtre au Québec. Et c'est surtout ça que je fais. Je parle très peu de mes recherches actuelles. On pourrait en parler par la suite, si vous voulez, si vous avez encore un peu d'énergie sur Zoom. Mais je reviens surtout sur les deux textes. Donc, pour ça, j'aimerais me situer d'abord en lien avec ces deux publications dont nous avons un peu discuté aujourd'hui. Et donc, j'ai contribué une section d'une 20aine de pages à l'ouvrage Le théâtre contemporain au Québec de 1945 à 2015. Et j'ai écrit un article paru dans le dossier en ligne Histoire plurielle du théâtre au Québec de la revue d'historiographie du théâtre. Et donc, on nous a demandé, moi, c'est ce que j'ai compris, dans le cadre de cette journée d'études, d'effectuer un retour critique sur ces deux publications, ainsi que d'explorer les possibilités liées à la poursuite à moyen terme de la recherche sur le théâtre québécois et son histoire. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de revenir à ces deux publications parce que c'est des publications que j'ai écrites en 2015-2017. Donc, c'est déjà un peu des documents historiques sur lesquels on peut revenir. Et c'est deux contributions qui sont liées, même si je vois ce lien surtout avec le recul des années qui se sont écoulées entre l'écriture et la publication. Donc, dans le théâtre contemporain au Québec, je signe au chapitre 2 qui porte sur le renouveau théâtral de 1960 à 1979, la section vers la cristallisation des modèles fondateurs de la dramaturgie québécoise. Et j'aimerais remercier Yannick Legault qui m'a appuyé dans les recherches pour ce texte. Dans le dossier de la revue d'historiographie du théâtre, j'écris un article qui relève les stratégies d'intégration aux scènes québécoises depuis leur marge, en revenant sur l'histoire récente de la langue sur ces mêmes scènes. Ces deux contributions sont en quelque sorte mes premières en histoire du théâtre québécois, moi qui analyse habituellement surtout un corpus de théâtre francophone du Canada, son histoire, sa circulation et sa traduction. Dans la section vers la cristallisation des modèles fondateurs de la dramaturgie québécoise du théâtre contemporain au Québec, je propose une synthèse de la production dramaturgique en adoptant la périodisation des personnes qui ont mené le projet. Le renouveau théâtral de 1960 à 1979, qui est analysé dans ce chapitre, m'a permis de traiter de certains des plus grands noms de la dramaturgie canadienne, française et québécoise. J'ai donc pu lire et relire les drames réalistes de Gratien Gélinas et Marcel Dubé, accueillis comme représentation nationale selon l'horizon d'attente dégagé au cours des années 50. J'ai lu et relu Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, inscrites à l'enseigne du patrimoine culturel québécois, Les objets et fictions dramatiques de Claude Gauvreau, Les pièces déroutantes de Régent Ducharme, L'œuvre foisonnante de Michel Garneau. J'ai aussi abordé dans cette section ce qu'on a appelé le théâtre femme et la visée féministe qui s'y manifeste, qui devait lever le voile sur la condition des femmes au Québec. Les femmes qui écrivent pour le théâtre pendant cette période produisent des monologues, les multiplient en succession, en parallèle ou en croisement. Elles créent des spectacles marquants comme Bien à moi Marquise de Marie Savard, La Nef des sorcières qui réunit Luce Guilbeault, Marc Blackburn, Marie-Claire Blais, Nicole Brossard, Odette Gagnon, Paul Pelletier et France Théoret, Les Fées ont soif de Denise Boucher, Les Vaches de nuit et Triptyque lesbien de Jovette Marcheseau, La Sagouine d'Antonine Maillet. Ces œuvres, peu sinon pas reprises pendant cette période d'effervescence, à l'exception notable des Fées ont soif,
retiennent, on le dit dans l'ouvrage, peu l'attention de la critique savante, hormis dans la perspective féministe, et se trouvent même souvent occultées dans l'historiographie du théâtre québécois. Cette section m'a aussi permis d'explorer l'utilisation du patrimoine dans le théâtre de Victor Lévy-Beaulieu, de Jean-Claude Germain, de Michel Lalonde, de Jacques Ferron, de Roland Lepage, d'André Ricard, de Laval Goupil et de Roch Carrier. Et enfin, j'ai pu analyser en quelques pages la consécration rapide de Michel Tremblay, l'installation du joual en Nouvelle-Doxa auprès des émules de ce dernier, entre autres en Ontario français, où André Paiement revendique pour le Nouvel-Ontario un joual franco-ontarien. Donc, ça faisait quand même beaucoup de lecture. La synthèse que je propose de cette multiplication langagière insoumise de la dramaturgie des années 1970, parfois à l'intérieur de l'œuvre d'un même écrivain, reprend plusieurs grandes lignes des analyses précédentes, celle d'André Bello, celle de Pascal Casanova, celle que Gilbert David a faite aussi, celle de Lise Gauvin. J'ai repris plusieurs de ces filons en écrivant mon article pour la revue d'historiographie du théâtre, où je cherche à prendre quelques clichés instantanés, quelques photos prises en plein mouvement de la modernité liquide du théâtre québécois. Donc, en reconnaissant la fluidité des pratiques contemporaines théorisées par Zygmunt Bauman, je cherche à capter quelques moments, en décrire la texture, en suivre les flots, les fuites, les déversements et les éclaboussures. Je choisis donc 3 temps pour capter ces clichés, en partant du joual des Belles-Sœurs de Tremblay en 1968 et ses effets sur la dramaturgie de l'ancien Canada français. Le deuxième temps de cette histoire est 1980, date à partir de laquelle les effets du joual se dispersent dans une diversité de langages poétiques et corporels, et où, de manière concomitante et sur le modèle du joual, Marco Micone et Robert Lepage inventent des nouvelles langues de contact pour la scène québécoise. Enfin, dans un troisième temps, en 2012, la revue de théâtre Jeux lance un appel généralisé au plurilinguisme, tandis que les comédiens Mani Soleil-Manlou et Christian Essiambre présentent à Montréal et à Québec des spectacles solos, et Les 3 exils de Christian E., des solos qui engendreront des suites présentant de nouveaux protagonistes aux côtés du premier, alors de Mani Soleil-Manlou et de Christian Essiambre. Je fais l'hypothèse que ces spectacles solos interrogent avec succès la non-appartenance des comédiens au milieu du théâtre québécois et la question toujours pertinente de la langue et des langues de la dramaturgie québécoise. Ils permettent ainsi aux artistes de se positionner en marge géographique et nationale de l'institution théâtrale québécoise, tout en comblant des attentes, voulant qu'ils recréent par la langue un moment précédent de son histoire. Dirigée dans le centre qui éloigne du centre, l'écriture centrifuge de cet article a été pour moi l'occasion de pluraliser les histoires du théâtre au Québec, là où l'ouvrage Le théâtre contemporain au Québec se veut en grande partie synthétique, centripète. L'ouvrage met ainsi en récit, avec une certaine cohérence, des pratiques scéniques, dramaturgiques, institutionnelles. Mais comme on l'a vu au courant de la journée, pour certaines questions épineuses, les réponses demeurent multiples. Je pense ici, entre autres, au théâtre postcolonial qui est annoncé par le chapitre 3, qui décrit la période de 1980 à 1989 et qui témoigne tantôt d'un antagonisme entre les tenants de l'indépendance de la nation québécoise et ceux qui veulent maintenir le lien avec la Fédération canadienne, tantôt d'une rupture avec les anciennes métropoles. La section portant sur la dramaturgie dans le chapitre précédent témoignait pourtant d'un doute quant au postcolonialisme du courant que Michel Belair appelait le nouveau théâtre québécois. L'ouvrage de référence sur la dramaturgie postcoloniale d'Ellen Gilbert et Joanne Tompkins situe le Québec comme exemple de colonialisme interne, c'est-à-dire comme groupe désavantagé par la domination économique, culturelle et politique des Anglo-Canadiens. Le théâtre de Tremblay, Barbeau et Germain s'y inscrit au même titre que les pratiques dites postcoloniales des Anglo-Canadiens comme Sharon Pollock, David Fenario et Marian Ackerman.
Selon les chercheuses Tania Derry-Aubin et Marie-Hélène Constant, l'idée d'un théâtre québécois postcolonial engendre cependant un malaise et un quasi-silence. Car si le Québec peut être considéré comme minoritaire et dominé par rapport au Canada anglo-saxon, il se trouve également, par le biais de la politique clairement assimilationniste de la loi sur les Indiens de 1876, dans un rapport de complicité néocoloniale à l'endroit des Premières Nations au sein du territoire qu'il occupe. Cet exemple montre déjà une place accordée aux aspérités et aux mémoires conflictuelles dans la mise en récit de l'histoire du théâtre contemporain au Québec. Certaines autres aspérités sont aplanies différemment dans les deux objets qui font l'objet des deux objets dont on discute aujourd'hui. La place réservée aux pratiques des minorités dans le récit commun, par exemple, est reléguée dans l'ouvrage Le théâtre contemporain au Québec, au glossaire, ou sous l'entrée « Relativisme culturel », la question est jugée comme aporétique, le relativisme étant lui-même forcément relatif, ce que les théories post-marxistes, telles la sociocritique et la sociologie pragmatique, tentent de surmonter. L'article qu'écrit Yves Jubinville pour la revue d'historiographie du théâtre fait cependant figurer les conflits de mémoire culturelle parmi les problèmes qui concernent une bonne partie de l'Occident à l'heure actuelle, en plus de l'équipe qui a fait la synthèse historique. Et Yves va affirmer en conclusion la nécessité de poursuivre le travail en concédant que la perspective qui a été celle de l'équipe est appelée, comme toute production historique, à être dépassée. C'est à cette enseigne, donc la poursuite et autre chose, qu'il faut, je crois, lire mes contributions. Donc, étudier Laval Goupil et Antonine Maillet aux côtés de Victor Lévy-Beaulieu et Denise Boucher. Lire le Joual franco-ontarien d'André Paiement aux côtés de celui de Michel Tremblay et ses épigones au Québec. Lire les solos de Christian Essiambre et Mani Soleil-Manlou aux côtés de ceux de Michel Tremblay et de Marco Miccone. En ce sens, je crois que les historiens et les historiennes du théâtre au Québec auraient tout avantage à faire un usage plus important des outils du comparatisme littéraire, surtout s'ils s'inquiètent des coutures trop visibles de la mise en commun d'un récit historique. Gillian Lynne Mercier, par exemple, cerne quelques métaphores, quelques nouvelles métaphores comme par exemple la suture, le braconnage, le détournement amoureux, des métaphores qui seraient plus appropriées pour l'analyse des rapports interculturels complexes que celles des deux solitudes. Pour parler des rapports entre les institutions littéraires du Québec et celles des collectivités francophones du Canada, Liane Moïse et Catherine Leclerc évoquent par exemple le concept des littératures en contiguïté. Pénélope Cormier, Ariane Brundelray et moi soutenions en 2012 l'idée de différenciation solidaire établie entre les littératures francophones du Canada, excluant le Québec, sur les traces de l'ancien Canada français. Ces approches pourraient se combiner, par exemple, à celle de Jean Morancy, qui fait l'hypothèse d'un retour du refoulé canadien-français, ou à celle de Céline Philippe, qui est une des personnes les plus citées aujourd'hui, je trouve, qui n'a pas parlé. Céline Philippe qui remet en question la doxa, qui situe l'apport politique du théâtre québécois avant 1980 et les préoccupations intimes à sa suite. Selon elle, bien plus que le référendum de 1980, que plusieurs associent à un moment de rupture, c'est la fin du Canada français, dont le symbole est l'achèvement est situé par plusieurs à l'automne 1967, qui semble marquer un véritable point tournant dans le rapport aux œuvres à la question nationale. Pour répondre à la question des leçons à tirer de contributions aux recherches historiographiques récentes sur le théâtre au Québec, je dirais qu'il faut poursuivre l'énorme travail du théâtre contemporain au Québec, oui, en ajoutant encore à la bibliographie et au projet de synthèse des sources très récentes, comme celle que Gilbert évoquait ce matin, pour n'en nommer que deux parues en 2020, la biographie de René-Richard Cyr, rédigée par André Ducharme, ou celle de Jacques Crête par Stéphanie Fernet, qu'elle nomme une histoire de théâtre. Ces documents et les livres anniversaires que mentionnait justement Gilbert plus tôt ce matin
C'est livre anniversaire que l'historien du théâtre canadien Alan Padwell, qui est incidemment mon voisin depuis quelques années, et qu'il a appelé un certain genre de littérature théâtrale, garde bien, malgré leur ton souvent jubilatoire et hagiographique, et garde bien des traces de pratiques artistiques évanescentes, des traces qui s'ajoutent à celles que l'équipe de la synthèse historique a comptées. Par ailleurs, la Société québécoise d'études théâtrales, bien qu'elle ne soit plus exclusivement centrée sur la recherche historique, recense toujours dans sa bibliothèque académique des thèses et des mémoires qui portent sur le théâtre québécois dans les universités du Québec, d'Acadie et du Canada francophone, ainsi que les thèses et mémoires déposées dans les universités étrangères dont l'objet est le théâtre québécois. Donc, on peut trouver les documents de 1999 à 2019 sur notre site web sket.org. Merci à Virginie Rouxel, à Philippe Manvy et à Caroline Saint-Amand qui ont proposé les dernières moutures de ce document. Nous ajoutons depuis quelques années des liens vers ces objets de recherche pour faciliter le travail des chercheurs et des chercheuses. Or, s'il faut poursuivre le travail, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, il faut aussi continuer à revisiter le cadre territorial, le cadre national, dans l'historiographie de l'institution théâtrale au Québec, si c'est bien de l'institution qu'il s'agit. Capter aussi quelques instantanés des zones de contact fluides du théâtre contemporain, en décrire la texture, en suivre les plots, les fuites, les déversements, les éclaboussures. Ce sont de telles leçons que l'on peut, selon moi, tirer de contributions aux recherches historiographiques récentes sur le théâtre au Québec. Donc, dans cette perspective des devenirs et après avoir entendu plusieurs réserves sur le présentisme, aujourd'hui, c'est peut-être la question du lien entre le passé et l'avenir qui m'intéresse. Et moi, je m'y intéresse d'un point de vue des études minoritaires où on utilise beaucoup le concept de futurité qui a été imaginé à la base par la science-fiction afro-américaine et théorisé plus largement pour les manifestations culturelles minoritaires et minorisées. Les futurités afro-américaines, comme celles connexes sur le territoire de l'Amérique du Nord, des Autochtones ou des Chicanos, perçoivent et ressentent l'avenir des minorités visibles comme étant fortement ébranlé par des politiques et des pratiques majoritaires au présent. Donc, contrairement au futurisme, les futurités n'opèrent pas de coupure avec le passé, n'opèrent pas de rupture avec le passé. Elles permettent plutôt aux minorités de s'enraciner profondément dans l'histoire pour imaginer des avenirs meilleurs, des utopies nécessaires. Les futurités forment ainsi autant de manières pour les écrivaines et les écrivains de rêver et de théoriser à partir de la mémoire de la communauté des conditions de vie meilleures, plus justes, plus habitables, qui leur permettraient de s'inscrire, de s'incarner dans le présent et de prendre place dans ce qu'il reste à venir. C'est donc sur le plan du sensible, de la mémoire affective, que j'aimerais situer une dernière leçon dans ce que j'espère que les recherches historiographiques à venir sur le théâtre du Québec, on pourra tirer des leçons de cette question affective, de cette mémoire affective, de cette mémoire sensible. Tout ce que j'ai pour aujourd'hui.